Bonjour, ici la voix de Fabrice Neumann. Et ici la voix de Benjamin Vincent pour ce 4e jour à Las Vegas. Ben oui Benjamin, on rappelle que pendant le CES 2025, les voix de latex sont passées de l'hebdo à la quotidienne pour couvrir un maximum des annonces du plus grand salon de l'électronique en public du monde quand même. Oui, on pourrait même dire à la multi-quotidienne, puisque en plus de chacun de ces épisodes que vous découvrez tous les jours, on publie sur le flux du podcast et sur notre chaîne YouTube plusieurs interviews par jour. Grâce à toi Benjamin, grâce à toi, parce que tu arpentes les longues allées du salon. Tu dois avoir usé tes chaussures un petit peu. On va rappeler quand même pour ceux qui auraient raté... pour ceux qui auraient raté le début, qu'ils peuvent se rendre sur notre page spéciale CES 2025 qui trouve sur notre site lesvoixdelatech.com. Tout y est. Mais donc, Benjamin, le salon basse le plein. Tu as encore plein de choses à nous raconter, je crois, et notamment la conférence Delta dans la fameuse sphère. Oui, c'était mardi en fin de journée. On avait eu Nvidia la veille dans un autre style. Là, c'est la première fois qu'une keynote du CES se tenait dans cette salle extraordinaire qu'est la sphère, cette immense boule qui est à la fois un écran extérieur et puis à l'intérieur une salle de concert, de projection avec cet écran sphérique. On se demandait ce que le patron de Delta allait en faire. Pourquoi il avait pris le risque de faire sa keynote dans cet écran si particulier et qui ne supporte pas les petits bras, on va dire. Eh ben, on en a pris plein les yeux et oui, je vais vous raconter tout ce que j'ai vécu assis vraiment en plein milieu à l'endroit parfait pour ne rien rater. Bon, j'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Juste après, on fera un petit tour des autres annonces qu'on a dénichées depuis hier. Allez, c'est parti. C'était mardi soir, ici à Las Vegas, Fabrice, cette première keynote de l'histoire du CES dans la sphère. Tu connais cette boule énorme qui est sur le bord du strip ici. Elle est connue pour les images qui sont projetées sur l'extérieur, l'enveloppe de la sphère. C'est un support publicitaire géant. Et puis à l'intérieur, il y a aussi cette immense salle, 12 000 places, dans laquelle YouTube s'est produit il y a un an. Il y a plusieurs artistes qui sont passés depuis. Et là, le patron de Delta, Ed Bastian, avait choisi la sphère comme lieu, comme site de sa keynote. Alors on se posait beaucoup de questions sur ce qu'on allait vivre à l'intérieur, t'imagines? Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de venir ou pas encore? Au CES, oui, mais dans la sphère, non. Ça, j'ai vu que des images, des démonstrations vidéo, mais être dedans, non. Ça te fait quelque chose quand même. Bon, je vous ai fait des images de ce qui s'est passé pour quand même que vous ayez une idée. La sphère, de loin, c'est un immense écran. Et quand on s'approche de la sphère et qu'on est à quelques mètres de son enveloppe extérieure, on voit qu'en fait, c'est une multitude de diodes LED. Et c'est en prenant de la distance qu'on a cette sensation d'écran sphérique. Alors, on entre à l'intérieur. À l'intérieur, c'est immense. On n'a pas le sentiment que c'est aussi grand, mais quand on est dedans, c'est un croisement d'escalators dans tous les sens. Il y a 6 niveaux, donc selon les places qu'on a, on va monter plus ou moins haut. Et puis, quand on rentre dans la sphère, tout d'un coup, on tourne un petit couloir à droite et puis à gauche. En tout cas dans mon cas. Et là, on arrive dans cette salle. Alors, le premier sentiment, c'est presque un sentiment de vertige, parce que les gradins sont faits de manière extrêmement raide. C'est-à-dire que d'un rang à l'autre, il y a un dénivelé très important. Et même quand on doit avancer dans la rangée pour trouver sa place, waouh, il faut avoir le cœur bien accroché et pas basculer en avant, parce que on a quasiment l'impression d'être sur une paroi. Tu vois, c'est assez impressionnant. C'est pas du tout le sentiment qu'on a dans une salle de cinéma classique. C'est super raide. Donc on est bien content une fois qu'on arrive à sa place. Et tu sais qu'on avait dû retirer les billets à l'avance avec nos badges du CES. Maintenant, je peux le montrer. Tu as le badge, c'est ça. Et l'accès pour la keynote Delta, c'était ce code barre. Tu le vois? Un code barre qui était collé au dos. Tu peux le montrer, non, parce que du coup, il est passé maintenant, la date de PRB. Bah oui. Donc c'est un code barre avec un numéro de section. Moi, j'étais dans la section 306. Et il se trouve que la section 306, c'est celle qui est parmi les mieux placées
verticalement, j'étais au milieu et dans l'horizontalité, on va dire, je suis arrivé à un moment où il restait une place et cette place était en plein milieu. Donc je me suis retrouvé à l'endroit idéal pour profiter du spectacle. Et donc on était dans la salle avant que ça commence. L'écran intérieur donc, de la sphère, parce que l'intérieur de la sphère est aussi un écran, hein. L'écran affichait une image qui était une sorte de... comment je peux dire ça, un dôme en verre à travers lequel on voyait le ciel et les nuages avancer au rythme normal de défilement des nuages, le ciel bleu. Voilà, on avait le sentiment d'être en extérieur. Et puis la keynote a commencé et les images à l'écran ont vraiment commencé à s'animer. Et on a eu quelques moments hyper impressionnants. Le premier, ça a été donc cette image où on s'est retrouvé face à un avion de ligne qui était face à nous, relativement loin. Et l'avion s'est mis en marche et venait droit sur nous. Et l'écran est tellement immersif que plus l'avion avance, plus tu as l'impression qu'il va finir avec le nez sur ton nez en fait. C'est impressionnant. Bon, l'avion finalement au dernier moment a braqué à droite, donc il s'est mis un peu de travers. On a découvert que c'était un Airbus. Moi ça m'a surpris sur le coup parce que Delta, compagnie américaine qui met en avant Airbus, c'était inattendu pour moi qui ne suis pas un super spécialiste. En fait, Delta et Airbus sont des partenaires particulièrement proches. Et donc, c'était pas un hasard si c'était un Airbus. Mais je trouve que pour marquer le 100e anniversaire de Delta, que l'avion qui apparaît dans la sphère aux couleurs de Delta Airlines, ce soit un Airbus, bah, c'est pas mal pour nous. Hein, et j'ai envie de dire... ça fait vibrer ton petit cœur européen. Cocorico l'Europe, bah oui, je trouve ça super. Je trouve ça top. Oui, dans un monde bipolaire, Airbus et Boeing se font la guerre commerciale. Je trouve ça chouette. Ouais. Et puis voilà, et ça a duré 1h30 comme ça. Donc c'était drôle parce qu'on avait cette scène qui devait faire 15 mètres de côté hein, quand même, mais qui avait l'air même pas d'un timbre-poste, qui était une sorte un petit carré tout en bas, là, très loin devant nous, tout en bas. On avait sur l'écran sphérique devant nous ces images, beaucoup d'images de ciel, de nuages, de couchers de soleil qui défilent, comme dans un avion finalement qui avance, qui est en vol. Et puis des fenêtres intégrées dans ce décor mobile avec le CEO de Delta Airlines, Ed Bastian, qui a fait les annonces au fur et à mesure. Alors, bon, pour les annonces elles-mêmes, on se posait la question, on s'est dit si Delta fait sa keynote au CES dans la sphère, c'est sans doute qu'ils ont du lourd à nous annoncer. Alors, moi j'avais beaucoup d'espoir sur l'avion de demain, sur les nouveaux modes de propulsion, la fin du kérosène peut-être. Bon, j'étais un peu optimiste j'avoue, mais un peu impatient. Ça c'est pas pour demain. Ouais, alors il y a eu une annonce de cet ordre-là, et justement avec une représentante d'Airbus, l'une des vice-présidentes d'Airbus, qui est venue nous annoncer qu'avec Delta, cette année, en 2025, ils ont commencé les essais en vol d'une nouvelle technologie d'aile, d'avion de ligne, une aile qui se plie en fait. Alors pas complètement, mais elle a pris l'image de l'aile d'un aigle en disant que c'était l'inspiration de cette techno. Et donc, j'imagine qu'un avion Airbus doté de cette nouvelle technologie d'aile va voler pour la première fois en partenariat avec Delta cette année. L'idée, l'objectif, c'est de réduire la consommation de carburant et peut-être d'augmenter l'autonomie, enfin voilà, de verdir un petit peu l'aérien en tout cas. Voilà. On n'a pas vu d'image, on n'a pas eu d'autres infos, mais voilà, c'est intéressant. La deuxième annonce qui était assez chouette, c'est une annonce à vertu commerciale, c'est-à-dire que Delta a beaucoup de clients business à faire aux États-Unis. La business est beaucoup plus répandue aux US qu'en France. Et Delta donc lance un service qui s'appelle Delta Concierge, qui est une conciergerie haut de gamme, qui va te prendre en charge depuis chez toi jusqu'à ton lieu d'arrivée à destination. Et l'une des grandes nouveautés, ça va être le cas à New York et à Los Angeles d'ici 2 ans,
c'est que plutôt que de prendre un taxi et de passer 2 heures dans les bouchons, tu pourrais être emmené à l'aéroport grâce à ce qu'on appelle les taxis volants qui ont failli voler à Paris pendant les JO. Donc cet appareil qui est à mi-chemin entre un hélicoptère et un drone, avec des hélices alimentées par des batteries. C'est souvent un appareil qui est à biplace, pas beaucoup plus. Et donc tu pourrais être emmené directement à l'aéroport grâce à ce système électrique qui s'appelle Joby. Le patron de Joby était dans la salle. Et on a eu des images de ce que ça donnera projetées sur l'écran de la sphère. Donc tu imagines que c'était assez vendeur. Voilà. Même ceux qui ont peur de monter dans un engin pareil devaient se dire que c'était quand même pas mal de rejoindre l'aéroport comme ça. Ensuite, il y a eu des annonces sur le confort en vol. Ouais. Juste, ça fait envie effectivement, mais pour une petite remarque quand même, ce petit taxi volant en forme de drone, je trouve que ça fait quand même pas mal de temps, d'années qu'on nous promet ça, et puis ça n'arrive jamais. J'avoue que ça sent pour moi un peu le vaporware, quoi. Tu vois, j'ai un peu de mal. Maintenant, j'ai du mal à y croire. Ça fait trop de fois qu'on me le promet. Alors, je partage ton sentiment. Moi, j'étais très déçu que le projet de taxi volant pendant les JO tombe à l'eau à cause de l'opposition de la maire de Paris, alors que les autorités de la région étaient en faveur de sa mise en œuvre. Ça aurait été vraiment, vraiment incroyable. Dans le cas de Delta, je pense que c'est effectivement en train d'arriver vraiment. C'est pas un hasard si le service démarrera à New York et à Los Angeles. Le fait qu'il l'ait précisé, je pense que ça donne une vraie dimension réelle ancrée dans le concret au projet. C'est pas un prototype ou une idée que le patron de Delta nous a vendu comme un truc un peu de rêve. Un jour, vous verrez, on fera ça. Non, c'est d'ici 2 ans, ça sera le cas à New York et à LA. Et je pense pas qu'il ait vendu du rêve. Je pense qu'on y est. Et sans doute que l'élection de Donald Trump va plutôt aider ce genre de projet. De la même manière qu'on le sent ici et on l'a compris, la voiture autonome va exploser aux États-Unis dans les 4 ans qui viennent. Puisqu'il y aura plus aucune barrière, ça va être nos limites. Le gouvernement américain soutient officiellement le développement le plus vite possible à la plus grande échelle de la voiture autonome. Donc c'est un peu le même sujet. C'est vrai que l'environnement politique notamment est vraiment pas le même, donc c'est vrai. Il faudrait évoluer de ferme. Voilà pour cette conf Delta qui s'est terminée dans un feu d'artifice impressionnant, toujours sur cet écran. C'était fou. On a quand même eu droit à un décollage à la place du pilote dans le cockpit aussi, assez sympa pour le côté immersif. Et puis la conf s'est terminée au bout d'1h15 environ, et on a eu droit à un mini concert de Lenny Kravitz dans la foulée, qui sonnait quand même bien aussi hein, dans la sphère. J'avoue que c'était chouette. C'était chouette. Juste un détail moi qui m'a fait sourire, parce que je me disais mais combien a dû coûter cette keynote? Sans doute plusieurs millions de dollars. Entre la location de la salle, il y avait à boire et à manger pour tout le monde à l'intérieur avant que ça commence évidemment. La production des contenus spécifiques pour la sphère, ça doit être quelque chose de faramineux. Et puis en fait pendant la période, la sorte d'interlude entre la keynote et Lenny Kravitz, on a eu un chauffeur de salle sur scène qui a proposé à tout le monde de gagner des billets d'avion. Alors on s'est dit waouh super. On avait tous des bracelets, tu sais les bracelets qui s'éclairent à distance, qui sont très utilisés dans les concerts maintenant. Donc on avait chacun un bracelet sur notre siège. Et donc la consigne c'était les bracelets vont clignoter bleu ou rouge, et dans la salle il y aura un bracelet blanc. Alors on se dit ah, super, on va gagner un tour du monde, un truc. Non, on avait juste droit à 2 billets d'avion si on avait le bracelet blanc. J'ai trouvé que c'était super cheap, et donc ils ont fait gagner 6 billets d'avion en 3 fois, donc 2 billets, 2 billets, 2 billets. Il n'y a même pas eu un billet tour du monde ou comme pour les 100 ans, je sais pas, 100 vols à volant. J'en sais rien, enfin quelque chose de... On était dans la sphère, il y avait 12 000 bracelets qui clignotaient, tout ça pour distribuer 6 billets d'avion. J'ai trouvé ça ridicule. C'est le seul loupé de cette keynote pour moi.
C'est le seul loupé. Ah, ça, c'est drôle. Comme hier, on vous fait une petite liste de produits qui nous ont tapé dans l'œil, qu'on a trouvé particulièrement intéressants, qui nous ont juste fait sourire. C'est un petit peu une spéciale écran dans les choses que j'ai remarquées aujourd'hui. D'abord, et puis un peu de spécial Lenovo et Samsung. Lenovo a montré qu'il y a plusieurs nouveaux prototypes au moins d'ordinateurs portables. Alors j'ai vu le Yoga Slim 9i, qui a un écran dont on ne voit pas la webcam, qui est pourtant là, et donc c'est une webcam qui est cachée derrière l'écran, comme on voit, on a déjà vu de temps en temps sur certains smartphones. Là, il semble que ce soit tellement réussi qu'on la voit vraiment pas du tout lorsqu'elle n'est pas utilisée. En revanche, il me semble avoir compris que quand on l'utilise, il y a un trou noir, une perforation noire qui s'affiche sur l'écran pour laisser passer la webcam. Alors c'est un choix, j'imagine, pour que on ne la voit vraiment pas, totalement caché, qu'on met sur ce portable à un écran avec des bordures très très fines sur les quatre côtés. C'est quelque chose. Alors pour la petite histoire, on en a un petit peu parlé, pas de cette chose-là en particulier, mais dans iWeek, la semaine Apple qu'on a enregistré hier soir, mais non, on a enregistré ça, des histoires de webcam et de trous dans les écrans. Ouais. Moi, je considère toujours que finalement avoir une petite bordure avec les capteurs et les webcams, ce serait sûrement quelque chose de plus efficace et puis aussi de moins cher, peut-être essayer de cacher ça derrière l'écran. Mais pour la techno, voilà. Oui, parce que le Yoga Slim 9i. Mine de rien, le fait que la webcam soit dans l'écran, je vois pas comment ça peut ne pas avoir un effet sur la qualité de l'image. Alors, on a vu ça sur certains smartphones où la qualité d'image, elle est pas mal. Je pense qu'elle est encore un peu moins bonne que quand c'est une webcam qui n'a rien devant, notamment. Et puis là, effectivement, c'est derrière l'écran, mais donc l'écran semble être capable de s'éteindre complètement pour laisser passer la lumière vers la webcam. Juste sur la zone. Donc c'est peut-être ça. Donc c'est encore un proto. Est-ce qu'on verra vraiment l'ordi? Je sais pas. Une CES, on voit toujours plein de choses et on n'est jamais sûr de les voir en vrai après. C'est vrai. Bon, je vais passer le voir, hein, ce portable. Donc ouais, voilà. C'est un peu je vous tiens au courant. Je te fais ma petite liste des choses que j'aimerais bien que tu ailles voir. Le shopping de Fabrice. Le shopping, exactement. Alors, je continue par Samsung Display. Alors, on rappelle, il faut dire Samsung Display parce que c'est en fait deux boîtes différentes. Il y a Samsung d'un côté qui fait les smartphones et les frigidaires et tout ça. Et puis Samsung Display qui produit des écrans pour Samsung, mais aussi pour les autres. Et alors, il y a quelques écrans qu'on a vus, notamment un écran flexible, presque élastique. Enfin. C'est un truc assez rigolo. La démo, c'est lorsqu'il y a à l'image, par exemple, je fais la démo évidemment avec la sphère dans laquelle tu étais hier pour la conférence Delta. Et quand la sphère apparaît à l'écran se déforme véritablement, semble pousser comme une plante, ça pousse devant et ça fait une boule. Alors il y a aussi une démo avec un requin et le requin arrive et il y a la pointe du requin qui semble sortir de l'image, sortir de l'écran parce que l'écran se déforme. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien, mais c'est toujours de la démonstration technologique vraiment marrante, parce que voilà, on commence à être capable de faire n'importe quoi avec des écrans tiers. Quand on n'importe quoi, c'est tout ce qu'on veut. On les plie, on les déforme. Et puis justement, on va même au-delà, on fait des écrans extensibles. Alors là, on va mettre Lenovo et Samsung ensemble. On va montrer chacun. Alors, du côté de Lenovo, un ordinateur portable, le ThinkBook Plus Gen 6, qui est un portable habituel à d'écran 14 pouces, mais on peut saisir l'écran par le dessus, puis on tire. Et ou c'est peut-être même plutôt mécanique, finalement, je ne sais pas exactement. Mais on passe des 14 pouces à un écran de 16 pouces 7 de diagonale, en plutôt dans la hauteur. Voilà. Ça fait c'est un déroulable ou enroulable. Un déroulable. Voilà. Donc ça fait, on se retrouve vers le haut. Presque vers le haut, donc comme sur une page A4, quoi, en mode portrait. Je trouve ça marrant. Et puis Samsung a aussi montré des écrans aussi déroulables, donc ils appellent ça le Slidable Flex Vertical. Donc là, par exemple, sur un smartphone, ça c'est le nom du smartphone, qui peut passer de 5 pouces 1 à 6 pouces 7. 6 pouces 7, on rappelle que c'est la taille des iPhone Pro Max, par exemple. Hein,
15 Pro Max. Et donc, ça permet d'avoir un iPhone, pardon, pas un iPhone, un smartphone un peu plus petit. Et puis, quand on a besoin d'un peu plus, on le déroule, on l'étend. J'imagine effectivement que ça s'enroule à l'intérieur. Je n'ai pas compris exactement comment ça marchait. Mais c'était une réponse, ou en tout cas une autre approche que les écrans pliables qui ont encore de temps en temps quand même cet inconvénient d'avoir le voile à pliure en plein milieu, parce que c'est difficile à faire disparaître puisque ça se plie. Et il y a une version, le Slidable Flex Duet, on a un panneau OLED plutôt pour les tablettes, pas que 8 pouces 1 à 12 pouces 4. On peut l'étendre sur les côtés, de deux côtés. Donc on imagine, on a une tablette dans les mains, puis on le tire sur les côtés et on a un écran plus grand. Bon, c'est un peu science-fiction quand même, ça fait aussi un peu rêver sur notre plan. On a tous vu ça dans deux films, tous envie d'avoir ça dans les mains. D'après ce que j'ai compris, le problème c'est que ça reste un peu fragile, que pour que les écrans puissent se dérouler et que l'appareil reste un peu rigide, il faut une structure un peu épaisse. Donc on ne verra pas ça dans les smartphones hyper fins, parce qu'il faut une structure de soutien pour que ça ne se casse pas. Ouais, ça fait des années qu'on voit des concepts, notamment ici, chez Samsung beaucoup, mais Lenovo aussi est assez en pointe sur ces sujets. On a vu des appareils, des smartphones ou des portables avec des écrans enroulables, déroulables, qui se plient en deux, en trois depuis plusieurs années. Je me demande encore si ça sert vraiment à quelque chose. Et c'est vrai que la fragilité, je pense aussi à la fragilité mécanique, parce que souvent le développement de l'écran ou son retour à la position initiale se fait qu'il y a un système de moteur. Enfin bon, à chaque fois qu'il y a des parties mécaniques, c'est toujours des risques de panne en plus et tout, et de la fragilité. Donc est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle, hein? C'est sans doute intéressant et ça fait avancer la recherche, etc. Mais bon, on est tellement bien avec un portable de la bonne taille finalement. En fait, je pense que je vois ça sur des protos de smartphones et de tablettes, parce qu'on ne sait pas sur quoi les mettre, mais avoir des écrans qu'on peut manipuler et faire prendre d'autres formes, ça devrait pouvoir donner naissance à d'autres types de produits. Alors, peut-être que ce ne sera pas pour les smartphones, ce ne sera pas pour des tablettes. On va pouvoir mettre des écrans partout qui vont prendre la forme d'un objet, par exemple, d'un autre objet. D'un haut-parleur, de quelque chose. En fait, ce ne sera pas pour les smartphones, je ne crois pas. Mais ce sera pour d'autres objets qui pourront être, au lieu d'avoir de la peinture, tu mets un écran pour le décorer, peut-être simplement. Tu vois, c'est des vrais combats. Je me souviens, il y a quelques années, je ne sais plus si c'était ici ou à Barcelone, sur le stand d'une boîte qui ne fait que des écrans. Alors c'était de l'OLED flexible ou j'ai un doute. Enfin, des écrans flexibles et très flexibles. Notamment, j'avais fait une vidéo, j'avais un chapeau, comme un haut de forme, et sur la face avant, il y avait un écran quasiment demi-sphérique, sur lequel, je sais pas, ils affichaient des trucs. Moi, j'avais vraiment l'air d'un... Bon, bref. Mais ça illustre ce que tu dis, c'est-à-dire que l'écran était appliqué sur une surface, et on retrouvait aussi ce système sur des tableaux de bord un peu futuristes de voitures, où l'écran comme ça avait une forme de vague un peu, avec des arrondis, des creux. C'est intéressant, mais ça fait toujours pas des produits commerciaux. Et c'est aussi ça le CES. Bon, à part ces produits et Benjamin qui n'en sont peut-être pas, toi tu as fait aussi un tour de l'Eureka Park. Tu vas nous rappeler ce que c'est l'Eureka Park, et puis je crois que tu as vu des innovations dans le domaine de la santé notamment. Oui, l'Eureka Park, c'est le hall des startups. Il y a 1 millier de startups ici, donc au Venetian Hotel. Des startups qui viennent du monde entier, qui sont organisées par pays, hein. La France a évidemment plusieurs allées. On va trouver le Japon, l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas, Israël. Voilà, donc une sorte de ruche avec de l'innovation en mètre carré, sans doute l'un des taux les plus élevés au monde. Et c'est vrai que j'ai passé une grosse partie de la première journée de mardi. J'y suis à nouveau retourné ce mercredi matin. Et il y a des projets vraiment intéressants qui concernent le bien-être et la santé.
Et je trouve que c'est vraiment là l'un des domaines où la technologie a le plus de sens. Alors, je vous donne deux exemples de ce que j'ai vu. Le premier, c'est un système de caméra associé à une ceinture dorsale, lombaire, qui est destinée aux aveugles. Et le principe, c'est que la caméra va retranscrire en impulsion dans la ceinture. En fait, la ceinture va se comporter comme si le cerveau recevait des informations des yeux. Ça semble un petit peu fumant comme ça peut-être, mais à croire les deux responsables de la société que j'ai vue ce matin, ça permet aux déficients visuels et aux aveugles, par exemple, si on leur tend la main pour dire bonjour, les impulsions, c'est comme des petits picots, hein, plein de petits picots, comme c'est pas des pixels, mais qui regroupés d'une certaine manière en appuyant à un endroit, forment une sorte d'image dans le cerveau. Voilà. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Hein. Malheureusement, les premiers produits proto-utilisables devaient arriver pour le CES. Ils ont 10 jours de retard, bloqués en douane. Donc j'ai pas pu l'essayer, mais dans ce qu'il m'expliquait, c'était ça. Et je trouve ça assez chouette. Et voilà, donc j'ai fait une interview que vous retrouverez très vite dans le podcast. Un autre exemple d'innovation pour la santé, c'est une startup qui s'appelle Movers et qui a développé un système avec des lunettes de vision 3D face à un très grand écran pour les cabinets des médecins et des spécialistes qui traitent des sujets comme la dyslexie, l'autisme, etc. La technologie développée par Movers associée au contenu permet d'accélérer les périodes de rééducation ou de traitement d'un facteur X, 2, 3, 4, etc. Donc on est très loin des sujets gadgets. Reste après à vérifier les gains que ces technos permettent vraiment de réaliser. Mais dans l'idée, en tout cas, je trouve que c'est des beaux projets. Et d'ailleurs, je salue l'agence Capessim qui a accepté de les accompagner quasiment bénévolement, je crois, pour les aider à se faire connaître, justement parce qu'ils ont apprécié la vocation et le côté destiné tourné vers les autres de ce projet notamment. Et puis on peut finir peut-être par des sujets un peu plus légers, Fabrice, non ? Oui, parce qu'il faut qu'on termine aussi ça par un gros sourire. Alors, je crois qu'on a chacun repéré un petit truc marrant. Moi, c'est quoi, toi ? j'ai vu l'annonce d'un parasol solaire de chez Anker. Alors Anker, on les connaît hein, parce que c'est une marque plutôt pas mal hein, pour des chargeurs, justement, pour des batteries externes, des choses comme ça. Et là, j'ai vu qu'une photo, je ne sais pas exactement si tu passes devant, il doit avoir un grand stand de Anker. Et donc, il faut imaginer un parasol. Donc, et quand tu l'ouvres, en fait, sur le dessus, il y a une technologie de panneau solaire. Et sur le poteau central, quand toi, tu es sous le parasol protégé du soleil, tu as une prise ou deux pour brancher tes appareils que tu peux recharger pendant que tu es à la plage, parce que tu es au soleil. Et ça te fait rire. Et en même temps, je trouve ça constate très... c'est super. C'est innovant, parce que c'est une bonne idée à la plage d'ailleurs, et tu as du soleil, donc autant en profiter. Et tu vas transporter ton parasol, donc autant mettre des panneaux solaires dessus. Et donc je trouve ça marrant et en même temps génial. Voilà, donc un panneau solaire, un parasol solaire chez Anker, voilà ce que j'ai pu me faire rire aujourd'hui. Ça. En même temps, j'ai envie de te dire que si tu vas à la plage, laisse ton portable dans ta chambre, pour une fois. Alors, c'est une autre façon de voir les choses, effectivement, mais nous ne jugerons pas. D'accord. C'est sympa, je vais essayer aussi de passer devant. Alors moi, j'ai vu un truc très sympa. J'ai vu les premiers skis de randonnée à assistance électrique. Alors, ça fait rire comme ça. Le ski de randonnée, c'est dur. Hein, on est d'accord, c'est éprouvant et ça peut être un frein même pour certains parce qu'ils se disent j'ai pas la condition, je suis pas capable de monter comme ça des pentes pendant des heures et des heures. Et donc ces skis à assistance électrique, en fait c'est des skis standards
Donc ce sont les fabricants de skis qui devraient adopter cette techno suisse, sur le stand de la Suisse d'ailleurs ici. Et en fait, il y a un système. Sur le ski, sur chacun des skis, il y a une batterie, un moteur et une sorte de tapis. Alors je ne sais pas si c'est en peau de chamois. Voilà. Quelque chose qui va accrocher la neige et qui va faire le tour du ski en passant dessus, dessous. Un tapis roulant, quoi. Ouais. C'est une sorte de tapis roulant sur le ski, exactement. C'est exactement ça. Alors il y a plein de techno parce que tout ça se passe dans le froid, la neige, l'humidité, donc c'est assez costaud en termes de techno. Mais l'idée c'est que vous avez donc vos bâtons qui sont des bâtons un peu spéciaux parce qu'il y a des sortes de comme des gâchettes dessus. Pour que le système fonctionne, il faut avoir le doigt sur les gâchettes. C'est pour pas que le ski se barre si vous tombez en gros. Donc dès que vous cassez la figure, vous allez lâcher les bâtons, donc le système va s'arrêter. Voilà, c'est un peu comme la sécurité sur les bateaux à moteur. Bon. Donc les bâtons et ensuite le système d'entraînement sur le ski, super malin. Alors l'idée c'est pas que le ski monte à votre place, hein. C'est pas un moteur. Genre, vous pouvez pas aller sur votre portable en vous laissant monter tout seul. Non, c'est pas ça. Mais ça réduit la difficulté de l'ordre de 30 à 40%. C'est quand même pas mal. Avec une autonomie de 3 heures pour les monter. Et puis, quand vous voulez descendre, monter c'est bien, mais descendre c'est sympa aussi. Et là, du coup, il faut pas avoir le tapis avec la peau de chamois, etc. Donc, le système en fait se démonte en quelques instants. Et vous mettez la batterie, le moteur et le système de truc dans votre sac à dos. Et hop, vous pouvez descendre comme avec des skis de rando normal. Voilà. Donc je trouve ça super sympa, assez rigolo. Et si tout va bien, ce sera pour 2026. Voilà. Et moi, j'ai rien dit. J'ai trouvé adepte du vélo à assistance électrique. Donc je comprends très bien le principe en tout cas et la volonté. Voilà, et vous retrouverez cette interview dans le flux du podcast et sur notre chaîne YouTube. C'est la fin de notre 4e épisode quotidien consacré au CES 2025, mais Benjamin, c'est pas encore fini pour toi. Et non, on se retrouve demain, et demain je serai à l'autre bout de Las Vegas, au Convention Center, pour aller à la rencontre des grandes marques de l'électronique grand public, LG, Sony, Samsung et les autres. Pour ne rien rater de tout ça, et puis aussi voir les interviews qu'on a évoquées dans cet épisode, vous pouvez retrouver tous les liens sur notre site lesvoixdelatech.com, et puis vous pouvez suivre aussi les Voix de la Tech sur X, LinkedIn, Facebook, Insta, YouTube et aussi Blue Sky. On compte sur vous pour partager ce suivi quotidien du CES 2025 sur les réseaux. L'objectif, c'est que tout le monde en profite et aussi, c'est de nous aider à faire connaître notre podcast Les Voix de la Tech, Fabrice. Et oui, merci à toutes et tous de votre fidélité et à demain. Merci, ciao à tous.